Le sol tremble. Un grondement profond fait s'effondrer les ruines dans les rues. Derrière les fenêtres barricadées et les portes renforcées, les habitants se terrent de terreur. Une seule pensée les obsède tous. Est-ce une autre secousse ou une nouvelle invasion? Arrivé, il n'y a quasiment aucun répit entre ces impacts tonitruants, tous plus intenses les uns que les autres. C'est comme si quelque chose de menaçant s'approchait, un pas assourdissant à la fois. Certains habitants se précipitent pour saisir des armes, prêts à défendre leur ville natale. Certains serrent leur famille en espérant que tout finira vite, ce qui arrivera. Le duc et son armée descendent les premiers dans les rues, sortant en masse de l'arrière du camion de glace, tagués de leur insigne, armes à la main, ils se dispersent, ratissant les rues désertes à la recherche de la source du trouble. Ils grimpent sur des voitures abandonnées pour avoir un meilleur point de vue, scrutent au loin, mais le sol se met de nouveau à trembler. Ils deviennent plus forts, le duc le sent. Tous autour de lui lancent des regards inquiets, cherchant une explication. Guidance donne un ordre, mais avant que le duc ne puisse offrir à sa milice hétéroclite une quelconque assurance, quelque chose bouge à proximité. Tous se figent, tournant la tête vers le cliquetis des membres insectoïdes. Sur le béton, des faisceaux laser verts visent un bout de bitume vide près des voitures. En un instant, le bruit cesse, remplacé par un impact faisant trembler la terre. Les rares fenêtres qui sont encore intactes. Des voitures fracassées sont projetées en l'air, leurs suspensions grincent et les alarmes retentissent sans fin, mettant l'armée sur les nerfs. Encore un mouvement brusque et griffant derrière les voitures près du trottoir. Il est impossible de dire si elles étaient garées quand tout a commencé à mal tourner ou si leurs conducteurs avaient abandonné leur véhicule dans un état de panique aveugle. Tous ces véhicules ne servent plus que de cachette à ce qui s'y trouve. Attends, le duc fait un signe de tête à l'un de ses soldats, lui ordonnant silencieusement d'avancer. Bondissant en action, l'homme grimpe sur le capot de l'une des voitures, mais la créature sort précipitamment de sa cachette et lui saute dessus. Une autre secousse traverse la rue. Le soldat perd l'équilibre et tombe de la voiture, tandis que des mandibules claquantes se referment à quelques centimètres de son visage. Il force à peine à les retenir. La créature est anormale, pattes segmentées, épines dorsales, rainures sur la tête et le thorax brun foncé. De près, c'est pire. Le soldat essaie désespérément de le repousser. De la taille d'un gros chien, ses antennes s'agitent frénétiquement, tandis qu'elles cherchent où mordre l'homme. Autour, les soldats lèvent leurs armes, balayent l'air de leurs lasers et les lampes torches aveuglent leurs camarades au sol, l'obligeant, lui et l'insecte, à se débattre. Tout le monde crie, personne ne peut tirer sans risquer de toucher le soldat terrifié. Un coup de feu soudain et assourdissant retentit, faisant taire les cris paniqués. La balle de gros calibre du revolver du duc éclate la tête de l'insecte comme un ballon d'eau, ne laissant guère plus qu'un creux inutile à l'avant de son corps. Repoussant le cadavre, le soldat se relève en titubant, secoué, mais miraculeusement indemne. Il regarde le duc faire tourner calmement le revolver. Les yeux froids du duc parlent d'eux-mêmes. Il ne se souciait pas de la mort de son homme, seulement que l'insecte soit détruit. Une autre secousse, celle-ci plus proche que jamais, dont la force pure est suffisante pour faire chanceler tous les soldats de la milice. Ils comprennent vite qu'ils ne sont pas seuls à être troublés par les tremblements de terre imminents. Tout près, un autre de ces énormes insectes surgit rapidement, suivi par un autre, puis quelques autres, qui se rapprochent maintenant de leurs ennemis humains, la plupart étant à peu près de la taille de loups. Ils grimpent sur les véhicules en surgissant des coins de rue pendant que la milice lève à nouveau ses armes, attendant l'ordre qui ne viendra pas. Au lieu de cela, le duc dégaine à nouveau son revolver et tire, transformant l'un des insectes en un simple amas de pattes démembrées. Obéissant à l'ordre, le groupe ouvre le feu, les balles fusent dans toutes les directions. Au bruit, les insectes accélèrent et deviennent plus erratiques en avançant vers un soldat. La plupart ne peuvent s'approcher à moins de quelques mètres avant d'être pris sous les tirs automatiques et réduits en débris d'exosquelettes. Mais plus les soldats en tuent, plus il en apparaît dans leur sillage. Un torrent d'insectes envahit la rue, jaillissant des fissures et déferlant sur les corps de leurs congénères déjà tombés. Les armes des survivants cliquettent creux, leurs munitions épuisées. L'un des soldats les plus proches de la nuée qui approche est attaqué par plusieurs insectes énormes, puis disparaît de la vue. Ces cris perçants sont tout ce qui subsiste avant que la nuée ne l'engloutisse, tirant la dernière balle de son revolver.
Le duc se retourne et s'enfuit, laissant le reste de ses hommes face à la masse d'insectes qui arrivent. Ils se forcent à ignorer leurs cris déchirants. Éventrés, leur chair coincée et arrachée par les mandibules des créatures, celles-ci mordent assez fort pour déchirer l'acier. La nuée n'a aucun mal à trancher les muscles et les os humains alors que ses soldats sont submergés. Le duc s'élance dans une ruelle voisine, espérant passer entre les deux bâtiments délabrés et trouver une issue viable vers la rue suivante. Mais il fait face à une impasse. Derrière, il entend le cliquetis des mandibules et le crissement des pattes d'insectes. Il se retourne, lève le revolver et tire sur l'insecte. L'arme ne fait qu'un clic inutile et le duc se retrouve sans défense, sans aucune issue pour s'enfuir. Il lève les yeux vers le ciel et attend l'inévitable. Puis il aperçoit quelque chose, une autre secousse a apporté autre chose avec elle. Très haut, au-dessus des bâtiments, un immense objet sombre projette sa silhouette contre le ciel. Il est si gigantesque qu'il bloque pratiquement toute la lumière du jour. Il ressemble à un immense vaisseau figé au-dessus de lui, sans avancer. Il descend chaque seconde et devient rapidement plus bas. Il a déjà touché les bâtiments les plus hauts de la ville, les écrasant sous son poids, faisant s'effondrer ce qui reste de leurs derniers étages jusqu'au niveau de la rue. L'immense ombre dérive au-dessus de nous. D'abord, on croit qu'elle descend pour atterrir, mais sa vraie taille se révèle peu à peu du sol. Elle se dresse, colossale, plongeant le quartier dans l'obscurité. Des débris pleuvent autour du duc, résigné à son destin. Il observe l'énorme envahisseur atterrir jusqu'à ne plus pouvoir regarder. La matinée du 7 juin 2002 n'était pas ordinaire pour Laïl Put. Mais être agent spécial à la Fondation SCP n'était jamais un métier ordinaire. En arrivant à son affectation, Put regrettait déjà d'avoir éteint son beeper ce matin-là. En rejoignant l'entrée du personnel de recherche, il s'attendait au contrôle et scan de sécurité habituel. Il rejoignit la file avec tout le monde alors qu'ils étaient tous contrôlés pour détecter tout matériau ou conditions potentiellement dangereux ou anormales, mais ce matin-là, il n'y avait aucun contrôle de sécurité. À la place, un membre du personnel du site attrapa l'agent et le tira de force à l'intérieur du bâtiment, lui expliquant à la hâte à moitié qu'il n'y avait pas de temps pour les protocoles. Ils avaient essayé de joindre Put toute la matinée et ils devaient se rendre immédiatement dans une salle de briefing parce qu'il y avait une situation dans le New Jersey. À l'intérieur, c'était le chaos. Les chercheurs couraient partout, certains jetant leurs dossiers au sol. L'agent spécial Put a essayé d'obtenir une réponse sur ce qui se passait, mais l'agent de sécurité n'arrêtait pas de répéter qu'il ne pouvait rien lui dire. Il n'avait pas été autorisé à divulguer cette information. Ce serait plus simple si Put assistait directement à la réunion d'urgence à laquelle il était apparemment en retard pour rejoindre une salle du site. L'agent de sécurité pressa l'agent de la fondation d'entrer, souhaitant bonne chance, tandis que Put trébuchait. Un groupe d'hommes et de femmes en équipement tactiques attendait, debout et les bras croisés. Un insigne montrant une grande créature serpentiforme enroulée autour d'un bâtiment à flèches ornait les écussons d'épaule de leurs uniformes. La force d'intervention mobile PI, souvent appelée City Slickers. La situation était très sérieuse. Lyle le comprit en silence. La FIM PI1 était l'équipe de la fondation chargée d'enquêter, contenir ou nettoyer les anomalies dans les zones urbaines densément peuplées. Ils étaient fréquemment déployés dans la région de New York. En cas de problème grave dans le New Jersey, il était normal que les Slickers interviennent. Gus McGinley lança un regard sévère à l'agent Put, s'éclaircit la gorge et indiqua qu'il pouvait commencer derrière lui. Une carte routière était projetée sur le mur, centrée à 5 km au nord de Morristown, New Jersey, et 50 km à l'ouest de New York. Petit carrefour entre la route 202 et la route Dix, à peine assez grand pour un village, encore moins une ville. Malgré tout, la zone était indiquée comme Littleton, New Jersey. Alors que McGinley expliquait, l'image sur le mur changea pour une photo aérienne du même carrefour. La ville était visible sur des images satellites, et selon McGinley, la photo datait de moins de 24 heures. La photo suivante, prise ce matin, montrait Put et l'équipe de pays, scrutant la projection pour comparer les deux images. C'était comme le jeu des différences le plus risqué jamais imaginé. Ce n'est que lorsque le chercheur principal McGinley a cliqué pour afficher un gros plan de la même image que la différence est devenue impossible à manquer. Toute la zone était vide. McGinley a expliqué clairement la situation. Vers 0h30 de l'Est, la ville de Littleton avait soudainement disparu.
La fondation n'a jamais réussi à joindre les habitants de la région qui restaient introuvables. Des satellites ont analysé la zone sans retrouver les habitants disparus ni les infrastructures de la ville. La plupart des bâtiments de la région étaient d'anciennes maisons construites à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, et celles-ci avaient toutes disparu également. La disparition d'une ville entière représentait un cauchemar de relations publiques pour la fondation SCP, expliquant toute l'agitation du matin. Des chercheurs ont quitté d'autres projets de confinement pour aider à coordonner une opération de dissimulation, afin de préserver le secret de la fondation et d'empêcher le public d'apprendre l'existence des anomalies, ce qui est difficile à faire lorsqu'une ville entière disparaît soudainement de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, la seule mesure prise par la fondation était d'intercepter tous les appels vers Littleton en détournant toute personne essayant de joindre des proches là-bas avec une histoire de maintenance sur les lignes téléphoniques locales. Avant que Lyle finisse son café du matin, la fondation cherchait déjà frénétiquement pourquoi Littleton avait disparu. Ils essayaient de déterminer la cause de l'anomalie, tout en tentant en même temps de prévenir tout éventuel scandale médiatique que cela pourrait provoquer. Mais jusqu'à présent, la fondation n'avait trouvé aucune preuve d'anomalie dimensionnelle pour expliquer la disparition de la ville. Le sort de Littleton et de tous ses habitants restait inconnu. Bien que tout le monde craignait le pire, alors que la fondation se préparait à déployer une équipe d'enquête dirigée par l'agent Put, ils ignoraient encore la vérité. Les habitants de Littleton étaient déjà en grand danger et le pire restait à venir. Ils s'étaient réveillés le matin du 7 juin, la ville se retrouva encerclée à ses frontières par des brins d'herbe qui semblaient mesurer des centaines, voire des milliers de pieds de haut. N'ayant aucun moyen de traverser en toute sécurité le feuillage dense et aucun moyen de contacter le monde extérieur, les habitants se sont tournés vers les dirigeants de la ville pour obtenir de l'aide. Cependant, un problème imprévu survint. Par un pur hasard, c'était le jour où le candidat gagnant à la mairie de la ville de Littleton devait être annoncé. Étant donné la nature sans précédent de la situation dans laquelle il se trouvait désormais, il semblait que les procédures judiciaires devraient être interrompues. Malgré une campagne municipale intense, candidats et électeurs n'ont pas trouvé de consensus sur un leader. Lors de cette crise, de nombreux habitants ont soutenu soit la maire actuelle de Littleton, soit sa rivale, entraînant des désaccords sur la marche à suivre. Lors de cette course, ce candidat a proclamé prématurément sa victoire et accusé son adversaire de profiter de la crise pour contourner le processus électoral. Ces deux groupes opposés sont vite devenus des factions radicales et armées. La tension entre ces milices n'a fait qu'empirer lorsque la ville de Littleton a commencé à être attaquée par ce qui semblait être des insectes géants d'origine indéterminée. La fondation SCP a mis 3 jours à envoyer une unité d'enquête sur place. Le chercheur McGinley avait demandé à l'agent de la fondation Put de coordonner l'équipe de surveillance de la zone. Un détachement de la force d'intervention mobile, PI, en a été envoyé en soutien tactique. Lyle pensait que son affectation à l'avant de l'unité de reconnaissance était en partie une punition pour son arrivée tardive au briefing sur l'incident. Il ne trouvait aucune preuve pour soutenir cette idée. Le 10 juin, l'équipe de la fondation et le UMF sont arrivés et ont fouillé la zone autour de la ville oubliée du New Jersey. Le carrefour des routes traversant le centre de Littleton avait apparemment disparu, tout comme la ville et ses habitants. 4 routes isolées menaient à un espace vide central, heureusement interdit au public. Des cordons et des déviations détournèrent les automobilistes sous prétexte de travaux d'entretien routier. L'équipe progressait prudemment, observant le cratère peu profond laissé par la disparition de la ville. Les analyses effectuées par les géomètres de la Fondation ont confirmé que la zone était exempte de radiation ou de toute trace de matériaux dangereux, qu'ils soient anormaux ou non. L'agent Lyle avait à moitié espéré, ou s'était attendu, à trouver Littleton caché derrière un champ de force invisible en forme de dôme ou coincé dans une dimension parallèle adjacente à la réalité, car cela aurait été plus simple. Alors qu'il grimpait le cratère boueux, ne voyant que de la terre, il pensa qu'il n'y avait aucune trace de la ville disparue jusqu'à ce qu'il entende un fort craquement sous son pied. SCP-6287 désigne la ville de Littleton, New Jersey, disparue avec ses habitants malgré les efforts de la fondation SCP. La localisation précise de la ville est restée inconnue jusqu'à l'envoi d'une équipe de la fondation, incluant l'agent Lyle Put dans la région.
Le SCP-6287 a été découvert lorsque des débris structurels ont été retrouvés dans la botte droite de l'agent Lail Put, et ça a été confirmé qu'il correspondait au bâtiment et à la flore du SCP-6287-A. Il semble que la ville ait été réduite par des moyens anormaux à une zone d'environ 5 cm3, la rendant indétectable, jusqu'à la fatale maladresse de l'agent Lail Put. L'impact de la botte de l'agent Put a entraîné la mort d'environ 600 des 780 habitants de la ville. Toutes les tentatives ultérieures de la Fondation pour communiquer avec et aider les survivants miniaturisés ont échoué en raison de leur taille réduite. Des complications sont survenues, rendant le sauvetage des habitants restants irréalisable. Les chercheurs de la Fondation supposent que la réduction de la ville a aussi provoqué une dilatation temporelle, ralentissant la perception du temps pour les habitants de Littleton. Bien qu'il ait fallu 3 jours pour les localiser, cela aurait pu durer jusqu'à 1 mois de leur point de vue. Les chercheurs ont supposé qu'une telle isolation prolongée aurait pu déstabiliser la communauté, coupée du reste du monde. Ils auraient pu sombrer dans l'anarchie et la violence. Privés de nourriture, d'eau et de fournitures vitales, ils auraient pu se retourner les uns contre les autres, incapables de communiquer efficacement avec les survivants. On ignore ce qui s'est passé après la réduction. Certains pensent que des colonies voisines de tétramorium immigrés ou fourmis des trottoirs ont pu voir les humains miniaturisés comme une menace ou une source de nourriture. Ces fourmis forment leur colonie sous les trottoirs et sont très adaptées aux milieux urbains et suburbains. Elles cherchent à conquérir de nouveaux territoires et attaquent les colonies voisines, causant la mort de milliers de fourmis sur les trottoirs urbains et villageois. Si des colonies de fourmis des trottoirs vivaient à Littleton, elles surpasseraient la population humaine et paraîtraient très grandes. À la suite de l'incident, SCP-6287 est en attente d'une reclassification de la classe Euclide à agent neutralisé. Put n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. En conséquence de ses actions, il a été placé en congé payé pour une période de 6 mois. Il a aussi été recommandé de consulter un conseiller en traumatisme de la Fondation SCP à cause de son rôle dans la mort accidentelle de 600 personnes. La cause de la réduction de Littleton reste inconnue. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Regardez une autre vidéo des dossiers du Dr Bob comme SCP-3 1852, plus de corps dans l'eau, justice de petite ville.